Bonjour Mansour Kamardine. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. On va parler évidemment politique, on va parler des deux voyages officiels importants qui se sont déroulés en fin de semaine et ce week-end à Mayotte. D'abord le garde des Sceaux qui est arrivé vendredi, qui est allé au tribunal judiciaire. Il a été accueilli de manière un peu froide. Les magistrats, une partie des magistrats en tout cas boycottés à l'appel de l'intersyndicale. Néanmoins, il a fait des annonces. Il a annoncé la prison, une prison sans terrain à moins de 30 jours du premier tour des élections présidentielles. C'est une promesse de campagne ou c'est un projet qui démarre? Quel que soit le commentaire ou l'idée qu'on peut se faire, on peut déjà saluer le fait que M. Dupond-Moretti a enfin daigné venir à Mayotte. Voilà plusieurs années que nous revendiquons l'arrivée du garde des Sceaux à Mayotte parce que pour construire ce territoire, en tout cas dans la République, nous avons besoin de tous ces piliers et je considère pour ma part depuis très longtemps que la justice doit constituer la colonne vertébrale de l'état de droit. Et c'est avec cet état de droit que nous construirons ici le département de Mayotte. J'ai milité depuis très longtemps, du temps même de son prédécesseur. J'avais déjà appelé de mes voeux la mise en place d'un plan pluriannuel de développement de la justice qui comprendrait sans doute des investissements immobiliers, la construction de la cité judiciaire, la construction bien sûr de la seconde prison, mais aussi l'organisation de la justice à Mayotte en termes notamment de création de cours d'appel. Alors, M. Dupond-Moretti est venu, il a fait des annonces que je veux saluer, mais tout en regrettant qu'effectivement, il vient le faire à 4 mois des échéances importantes, ce qui veut dire que dans un mois, M. Dupond-Moretti ne sera pas là où il est. Il y aura un autre garde des Sceaux. Donc, je préfère, moi, attendre le prochain, quel qu'il soit, qu'il nous fasse les mêmes confirmation. Promesses. On verra s'il reprendra ces confirmations-là. Maintenant, vous posez la question du foncier. Je crois que c'est un faux problème. Parce que la décision de construire une cité judiciaire a été déjà prise par le passé, notamment lorsque M. Mercier, garde des Sceaux, était venu et on avait déjà le terrain qui était en contrebas de l'hôpital, des services d'urgence de l'hôpital, et c'est un terrain appartenant à l'État. Et comme il y a en dessous du commissariat de police, un terrain également appartient à l'État, ministère de la Justice. Ces deux terrains, ce sont des terrains État, ministère de la Justice. On ne pouvait pas espérer mieux. Je pense que nulle part ailleurs, on a la possibilité d'avoir des terrains comme ça, ministère de la Justice. Mais si ce terrain-là ne convient pas, eh bien moi je veux, sans avoir pris le soin de le proposer au président du conseil départemental, je prends sur moi la responsabilité de dire que le conseil départemental sera très heureux de pouvoir examiner les demandes, si l'État lui en fait, les demandes pour lui donner les terrains pour construire, parce que nous avons besoin de justice. Ce que nous avons vécu ici, la semaine dernière, est insupportable. Je voudrais, au passage, dire toute notre affection à ce policier qui a été gratuitement, grièvement blessé, comme on peut le dire à toutes les victimes de ces agressions gratuites, parfois à déplorer les victimes, et tout ça parce qu'on a une justice qui n'est pas au niveau. Et quand je dis une justice qui n'est pas au niveau, je ne parle pas des magistrats et des personnels qui essaient tant bien que mal à fonctionner, mais d'une justice qui manque des moyens immobiliers, des moyens en personnel, sont en sous-effectif, ainsi de suite, alors que dans le même temps, on a plus que jamais besoin de ces moyens. Donc, bien, mais on peut dire que le gouvernement peut bien faire. Et en tout cas, attendons
c'est qu'il ressortira avec le suivant. Avec le suivant. Le garde des Sceaux n'a pas annoncé beaucoup de renforts de personnel. Hein. Il a expliqué qu'il y aurait un nouveau juge pour enfants à partir du mois de septembre et que le renfort de greffiers, dont le tribunal a besoin pour accélérer le traitement des dossiers, le renfort de greffiers est renvoyé au dialogue de gestion annuel. Donc il n'y aura pas de renfort. Non, mais il n'y aura pas de renfort. Et c'est que on a vu, il est venu non pas parce que la justice en avait besoin, il est venu parce que face à l'émotion suscitée à cette tentative de suicide, il est venu dire qu'en fait qu'il était là, mais je pense qu'il a la tête ailleurs. Le renforcement des moyens, vous savez, dans l'organisation de notre État, de notre citoyenneté, l'état civil est un élément essentiel. Oui. Ce qui nous différencie des animaux, c'est l'état civil. Quand on n'a pas d'état civil, on est inexistant. Et vous savez, il y a actuellement, en termes de stock de demandes de décisions de justice pour l'état civil, plus de 50 000. C'est énorme. Non, plus de 5 000, pardon. Faut pas, c'est déjà beaucoup. Il ne faut pas rajouter. Mais plus de 5 000 dossiers qui attendent une décision et nous n'avons pas de juge pour prendre en charge ce contentieux. Et nous n'avons pas de greffier pour prendre en charge ce contentieux. Si les gens savaient le nombre d'audiences annulées parce qu'il n'y a pas de greffier disponible, je pense que oui, M. Dupond-Moretti, non, il n'est pas venu pour apporter les vraies réponses. La promesse en campagne électorale n'engage que ceux qui les croient. Exactement. Et moi, je n'en fais pas partie, donc je ne peux pas m'engager. Comme il ne peut pas m'engager, il ne pas, comment dirais-je, apporter des réponses, notamment en termes de personnel. Nous avons besoin ici également de renforcement des études d'huissier, des études de notaire, ainsi de suite, d'avocats. À la limite, les avocats peuvent s'installer librement, mais ces professions qui sont totalement gérées, notamment les huissiers et les notaires, par des décisions du garde des Sceaux, on aurait bien aimé qu'il y ait d'autres ouvertures, d'autres créations pour renforcer. Ici, on est dans la pire des situations pour trouver un huissier, pour trouver un notaire, ainsi de suite. Vous savez, le nombre de jugements qui attendent, où les affaires sont mises en délibéré, et à des dates précises, puis après qui disparaissent des radars de la justice, renvoyés sine die, c'est tout ça, c'est pas la justice. Alors, sur le centre la justice, oui, à Mayotte, est l'un des domaines de champ de compétences de l'État le plus sinistré. Le centre éducatif fermé, qui est appelé des vœux de tous, de la population, d'un certain nombre d'élus et de professionnels. Le garde des Sceaux a dit qu'il n'avait pas entendu de consensus sur le sujet et que donc pas de centre éducatif fermé. C'est curieux. Non, c'est parce qu'il est sourd. Ah. C'est parce qu'il est sourd. Parce que c'est une demande qui a été exprimée à plusieurs reprises. Oui. J'ai même, moi, formulé une autre demande supplémentaire. C'est la création, parce que le centre éducatif fermé est un goutte d'eau dans un océan de difficultés et de violence. Parce que le centre doit accueillir moins de 10 gamins à chaque fois. C'est bien, c'est une bonne direction. Mais moi, j'appelle de mes voeux la création d'un établissement un peu ad hoc. Probablement, hier, mon ami Eric Ciotti me disait qu'il y avait un établissement, notamment sur sa proposition, qui avait été créé à titre expérimental et qui l'ont fermé, alors que c'est essentiel. Et moi, je crois que pour Mayotte, on a besoin d'un centre. Je l'ai écrit à Dupond-Moretti, mais manifestement, il n'a pas le temps de me lire. Je lui ai écrit en disant... nous avons besoin d'un centre ad hoc spécifique qui pourrait regrouper jusqu'à 200 gamins. Avec quelle mission? De leur apprendre à se lever, à se laver, à dire bonjour, à saluer, à faire un peu de sport, à revenir sur un banc pour les resocialiser
pour qu'ils puissent recranter avec la société. Voilà, et ainsi de suite. Et ça, je crois que c'est quelque chose, là encore, le Conseil général peut très bien y participer avec un peu d'éléments, disons, de formation militaire pour tout ce qui est la discipline, et puis un élément de remise à niveau, et ainsi de suite, oui, avant de les relancer. Lire, écrire, voilà, et peut-être après, pour pouvoir aller au SMA, par exemple, pour apprendre un métier. Et tout ça, il ne répond pas. C'est pour cela que la question de la justice, c'est très bien d'annoncer, encore une fois, j'aurais aimé que ça soit annoncé en début de mandature, mais sans doute on a besoin de ces annonces-là, mais probablement on a besoin d'aller plus loin, d'où cet appel à un véritable plan du développement de la justice à Mayotte, pour qu'on ait une vision globale des sujets, car effectivement la population est harcelée, les gens vivent dans l'insécurité, dans l'inquiétude, dans la colère, et je ne crois pas qu'on puisse construire les choses dans la colère, parce qu'avec la colère, parfois on peut commettre l'irréparable. Donc apaisons, et pour apaiser, il faut qu'effectivement l'État soit présent. Ce dont on a besoin ici, c'est plus d'État, pas des annonces comme ça. Alors, parmi les annonces qu'il a faites, il a signé la circulaire de politique pénale applicable à Mayotte. Il y a 2 territoires en France qui bénéficient d'un tel document, Mayotte et Marseille. Dans ce document qu'il a présenté, il a expliqué qu'il demandait plus de fermeté aux juges par rapport aux mineurs délinquants et par rapport à la délinquance. Et d'un autre côté, il a répété à plusieurs reprises que les juges étaient indépendants. Est-ce que ce type de message a une chance d'être entendu? Est-ce que ça peut faire changer quelque chose dans la décision des juges qui est et qui reste dans leur état d'esprit de dire que pour un mineur, la prison, c'est l'ultime décision? Alors, d'abord, ce n'est pas le juge qui le dit. C'est le législateur, c'est l'ordonnance de 1945 qui définit, disons, les champs d'intervention et les comportements, les process pour entrer en condamnation vis-à-vis des mineurs. La première chose. La deuxième chose, et c'est heureux, que la justice soit indépendante, parce que ça nous évite les justices politiques où on est condamné parce qu'on ne parle pas de la même chose, par exemple, avec Macron. Donc c'est une bonne chose. Mais le vrai sujet, on peut faire toute la critique sur la justice quand on ne lui donne pas les moyens, quand on ne lui donne pas les moyens, notamment en nombre suffisant de magistrats. Il a fallu attendre qu'il vienne là pour dire qu'il va signer une convention avec la CIM pour réserver des logements de magistrats. On voit bien qu'on est encore loin du compte. Quand on n'a que 4 places de prison dans le quartier mineur pour emprisonner éventuellement des mineurs, on ne pouvait pas demander au juge d'en enfermer 50. Donc je crois qu'il aurait pu commencer déjà par nettoyer les devants de la porte de l'État et de dire bon, on va créer une vingtaine, une trentaine de places de prison pour mineurs et dire ben, nous demanderons au juge d'être beaucoup plus ferme, ça se comprendrait. Donc il y a, c'est pas tant le fait qu'il ait rappelé que la justice est indépendante, qui pose problème. C'est le fait qu'il ne donne pas les moyens de fonctionnement à la justice. C'est ça qui interroge. Alors, autre visite très importante sur le département. Vendredi, d'ailleurs, ils étaient dans le même avion. Éric Ciotti est arrivé à Mayotte pour une visite de 3 jours dans le cadre de la campagne de Valérie Pécresse. Alors, un accueil comme Mayotte sait le faire et comme les LR en sont spécialistes à l'aéroport. Beaucoup de tendresse et beaucoup de bons sentiments ont été donnés à Éric Ciotti. Quel message a fait passer Éric Ciotti pendant ces 3 jours de déplacement? D'abord, pour l'accueil, c'est dire tout simplement que Mayotte aime ceux qui les aiment. Et comme on sait qu'avec Éric Ciotti, nous avons en partage la même vision sur les sujets, notamment d'actualité qui intéressent Mayotte, sur les questions migratoires, sur les questions d'insécurité, il était normal que Mayotte lui réserve le meilleur accueil. Je suis heureux qu'effectivement, pendant ces 3 jours, nous avons pu aborder Mayotte dans tous ses aspects, avec une rencontre
une rencontre, par exemple, avec une table ronde avec d'abord une rencontre avec les élus, bien évidemment. Ensuite, une rencontre avec une table ronde avec un certain nombre d'acteurs publics ici, les collectifs, le monde de l'entreprise, le monde de l'entreprise, c'est l'image d'ailleurs qu'il y a derrière vous. Donc ça, c'est une bonne chose. Et j'ai été d'autant plus ravi, puis une visite sur le terrain également, à Doujani, j'étais d'autant plus heureux que ces choses-là, je le dis, je les répète à longueur des séances à l'Assemblée, et manifestement, les gens m'ont jamais cru ou entendu ou compris. Et j'étais content qu'Éric Ciotti puisse entendre aussi de lui-même par tous ces acteurs venus de mondes différents. Ce n'étaient pas des gens LR. Pas forcément des LR, oui. Non, pas forcément. Il n'y avait pas des LR. C'était des acteurs divers, venus d'horizons divers, qui sont venus, en gros, répéter ou témoigner tout ce que je dis en métropole. Et donc, quel message il a envoyé? Il faut voir dans ce message l'intervention, la belle intervention qu'il a faite à Bandélé. À l'occasion d'un meeting, il y avait vraiment beaucoup de monde. Voilà, il a parlé de... Oui, parce qu'il est attendu. Les Mahorais savent qu'à chaque fois que LR était en responsabilité en métropole, Mayotte a pu avancer. Et donc, ils étaient heureux d'être là et d'écouter les orientations de Valérie Pécresse. Et ces orientations, moi, je les résume en 4 points. Sur les questions migratoires, sur les questions d'insécurité, avec désormais une modification de la Constitution pour empêcher, notamment à Mayotte, l'accès automatisé à la nationalité française, mais aussi un certain nombre d'orientations. On n'aura peut-être pas le temps d'aller dans le détail. Le deuxième point également qui nous a paru intéressant, c'est parler enfin de la convergence des droits. Il a dit avant la fin du mandat qu'elle serait faite. Voilà, la convergence des droits sociaux, c'est une attente ici. Oui. Quand vous avez des gens qui ont travaillé toute une carrière et qui touchent 270 € et qu'on vient vous expliquer dans un projet de loi, à titre exceptionnel, nous allons augmenter de 10%. 10% de 270 ne fait que 27 €, c'est-à-dire même pas le prix d'un sac de riz. Exactement. On dit que c'est exceptionnel, on se fout de la gueule de qui? Donc, convergence des droits, ça me paraît essentiel. Et puis ensuite, également le développement des infrastructures et de l'action économique pour permettre vraiment de mettre ce pays à flot, au lieu de considérer que Mayotte coûte cher à l'État. C'est de considérer que Mayotte est française, parce qu'effectivement, on ne se posait jamais la question de savoir combien coûte à l'État une intervention à Nice, par exemple. Et donc, j'étais content de constater qu'il lui-même était convaincu qu'effectivement, Mayotte, c'était la France et qu'il fallait non pas se poser la question combien ça coûte, mais se dire comment on fait pour faire en sorte que Mayotte soit comme Nice ou Marseille ou ailleurs. Alors vous l'avez emmené à Doujani, dans un quartier non urbanisé, donc des cases en tôle, de la terre battue au sol. Il a vu les femmes qui lavaient le linge dans la rivière, les déchets abandonnés, les enfants, voilà, enfin un vrai quartier comme on en voit, un bidonville, comme on n'en voit pas du tout en métropole. Quel a été son sentiment quand il a déambulé à Doujani? Il était avec le capitaine Chamassi, qui a pu aussi témoigner, puisqu'il est responsable de la police municipale de Mamoudzou. Il était avec de nombreux acteurs qui travaillent aussi dans ces quartiers, donc qui lui ont fait passer des messages. C'était quoi son sentiment? D'abord, il était complètement retourné. Effectivement, quand on est à Paris, on n'imagine pas ce qu'on peut voir ici. Et c'est l'une des raisons qui ont justifié que nous l'amenions là pour le faire toucher du doigt. Il était complètement retourné et je crois que c'est au vu de ces images-là qu'il a effectivement annoncé qu'il faut absolument que nous mettions le paquet pour réaliser la convergence des droits à l'occasion de cette mandature. On ne peut pas aller au-delà parce que vraiment, il y a un besoin. On est le territoire le plus pauvre de la République. Plus de 80% de la population vit sur le seuil de pauvreté. Un SMIC en dessous de 30%, des allocations sociales à 50%, alors qu'on a le territoire où le coût de la vie est le plus élevé. Donc, vraiment,
il faut aller à Mayotte pour connaître ces situations-là. Alors, il a fait un meeting à Bandrélé. Il y avait beaucoup de participants. Vous lui avez fait rencontrer aussi les élus à l'occasion, les maires, à l'occasion de rencontres plus formelles et dédiées. Les maires lui ont fait passer quel message? Qu'est-ce qu'un maire qui rencontre Éric Ciotti, qui représente un candidat pour les élections présidentielles, Valérie Pécresse en l'occurrence, qu'est-ce qu'un maire lui dit? Un maire qui ne soutient pas forcément d'ailleurs Valérie Pécresse. Il lui parle d'insécurité. Je crois que la sécurité est vraiment la plaie de ce territoire. Il lui parle d'insécurité, il lui parle ensuite d'immigration, parce qu'effectivement, prenons le cas du maire de Tsingoni, qui aujourd'hui a un point focal. Oui, Rémi Combani. Visé notamment par tous les associations de droits de l'homiste. On demande, partout en France, on dit que les classes ne doivent pas dépasser 12 gamins. On en a 35 à Tsingoni. 35 à Tsingoni, et vous avez encore des associations qui continuent encore à dire il faut continuer. Autrement dit, on détruit nos enfants. Cette situation qui est faite, les mêmes qui agissent devant les tribunaux pour demander la condamnation de l'État et de la mairie pour scolariser tout le monde, ils ne mettront jamais leurs enfants là-dedans. Non, et ils empêchent en plus les décasages sur lesquels on construit une école. Un cynisme sans nom. Un cynisme sans nom. Et moi, je comprends le comportement des collectifs qui campent devant la CIMAD pour dire non, effectivement. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et on peut aussi se poser la question, il faut dire les choses, parce que ce qui fait le mal français, c'est les non-dits. Comment peut-on imaginer des associations qui sont financées par nos impôts et qui luttent contre les Français eux-mêmes? Ce n'est pas acceptable. Et donc, les maires, un maire lui parlera donc de l'insécurité, de l'immigration, des problèmes de développement, bien évidemment, mais surtout des problèmes de ces contraintes qui pèsent dans leur budget, du sous-financement des budgets, puisque là encore, les budgets communaux sont en dessous de 50%. Vous savez, officiellement, ils sont en dessous à peu près entre 50 et 30%. Mais en réalité, ils sont en dessous de ça parce que, les populations sont sous-estimées. À Mayotte, il y a ce qu'on peut appeler la population réelle et la population légale. Une population illégale est estimée à 300 000, probablement 350 000 d'après les premières orientations qui sont dites ici ou là, mais une population... Parce que le recensement est en cours. Voilà, mais une population réelle, connue notamment par divers organismes de l'État, de l'ordre de 450. Bien sûr. 450 millions. Donc quand vous calculez les dotations pour Mayotte, déjà vous ne les mettez pas à niveau par rapport à faire en sorte que, par exemple, un Mahorais ait la même dotation dans le budget de l'État qu'un Parisien ou qu'un Marseillais, déjà à 30% en dessous. Si ensuite vous lui dites, vous n'êtes pas 450 000, mais vous n'êtes que 300 000. Et donc, on calcule sur la base de 300 000. Donc, on diminue encore de moitié. Et donc, on est aux alentours de 25-30% des dotations qui sont perçues par les autres. Et donc, dans ces conditions, on n'atteindra jamais le même niveau de... alors, quand on nous parle de la loi sur l'égalité réelle, les contrats de convergence, qui n'a de convergence que de nom, que je qualifie de contrat de divergence, j'espère que les prochains contrats, eh bien, on tiendra compte de tous ces éléments, quel que soit le pouvoir qui sera issu du suffrage universel demain, des élections, qu'on tiendra compte de tout ça pour enfin accepter de doter les collectivités mahoraises des moyens comme n'importe, à l'instar de toutes les autres collectivités de France. J'espère également que l'État acceptera que les dotations européennes destinées à Mayotte, ou en tout cas évaluées comme telles pour Mayotte, viendront, parce que c'est tout ça qui permettra de financer les infrastructures les plus importantes et porteurs d'avenir, porteurs de développement, donc de création d'emplois. Alors, à Mayotte, on a deux candidats qui, pour les présidentielles, qui disent aujourd'hui qu'ils reviendront sur le droit du sol. Et Éric Ciotti, à notre micro, a dit qu'il était favorable au droit du sang et pour toute la France.
Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Un électeur mahorais qui a ce sentiment ou cette sensation d'avoir envie de moins d'immigration et de plus de sécurité. Pourquoi il voterait plus pour Valérie Pécresse que pour Marine Le Pen? L'expérience. Valérie Pécresse et l'amour. Il faut que nos compatriotes mahorais sachent une chose. Marine Le Pen instrumentalise Mayotte pour servir sa cause personnelle au plan national. Marine Le Pen a eu l'occasion, à travers ces différentes collectivités qu'elle gère, pas forcément personnellement, mais de montrer des signes de soutien, de solidarité à l'égard de Mayotte. Pour l'instant, elle est dans le verbe. Valérie Pécresse a eu l'occasion d'exercer des responsabilités. D'abord, en tant que ministre de l'enseignement supérieur, c'est sous sa mandature qu'a été créé l'université de Mayotte, le centre universitaire de Mayotte. Oui. Un centre universitaire qui est appelé à évoluer, je l'espère, assez rapidement. Ensuite, elle a eu l'occasion, c'est également sous sa mandature, qu'a été financé le CNAM. C'est également sous sa mandature qu'a été budgété le financement de l'aéroport, de la piste longue. Et c'est Macron et Hollande, alors que Macron était secrétaire général de Hollande, qui a déprogrammé les financements. Oui. J'ajoute enfin que Valérie Pécresse, je ne pense pas qu'à ce moment-là, elle pensait être candidate à la présidente de la République, est venue ici en 2019 et elle a signé une convention avec le conseil départemental pour prendre, entre autres, notamment en charge les stages d'un certain nombre dans les institutions régionales. Voilà. Je crois que ce sont des signes qui ne trompent pas. Mayotte, vous savez, Mayotte souffre d'une chose. Il y a beaucoup qui lui font des belles déclarations d'amour. Elle n'a plus besoin de déclarations d'amour, elle a besoin de faits d'amour, d'actes d'amour. Et donc, Valérie Pécresse les a montrés, et Valérie Pécresse donc, est mieux à même de remplir cette promesse que Marine Le Pen. C'est déjà la fin de ce temps de parole, Mansour Kamardine. On avait encore plein de choses à dire. Merci d'être venu sur ce plateau pour commenter ces deux voyages. À bientôt. Très bien, merci beaucoup. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.